potentiel d'action. Bien sûr, ceci, la dépolarisation ne concerne que la phase initiale, la phase 0. Après, on a des phases 1 et 2. Après, on a des phénomènes dits de repolarisation qui vont s'installer. Ces phénomènes sont majoritairement tributaires de la sortie du potassium qui permet à la cellule de revenir à son état initial et donc pouvoir être réexcitée de nouveau. Rester en état de dépolarisation permanente, ça s'appelle une tétanie. Ce n'est pas compatible avec la vie. Il faut que la cellule revienne à son état de base pour recevoir, pouvoir induire et conduire d'autres influx. Ce que vous voyez ici est un schéma à l'échelle cellulaire, hein, ce qui est juste en fait. Et si on doit appliquer donc notre animation, on aura plutôt un extérieur qui va redevenir positif et un intérieur qui va redevenir négatif. Si je dois mettre un vecteur, il aura cette direction-là. La tête, souvenez-vous, toujours vers le positif, la queue vers le négatif. Et si vous avez toujours en mémoire le vecteur de la dépolarisation, lui, il était dirigé de cette façon-là. Donc, la repolarisation, le vecteur, est à l'opposé de celui de la dépolarisation. Et si on suit cette logique-là, normalement, quand j'ai une dépolarisation en monde positif, je devrais avoir la repolarisation qui est représentée essentiellement par T, le segment ST, devrait être négatif. Alors qu'à l'état normal, ce n'est pas le cas. Vous connaissez tous, vous avez tous à l'esprit un tracé de CG où vous avez QRS et l'T qui vient après, positif, ainsi que le segment ST. Donc pourquoi c'est comme ça? Pourtant, le vecteur il va dans l'autre sens. En fait, il n'y a pas de c'est pas paradoxal, il n'y a pas de c'est pas contradictoire, c'est pas paradoxal. Ce qui est juste ici à l'échelle cellulaire, en fait, il n'est pas à l'échelle tissulaire. Je vous explique tout de suite. En fait, ceci est vrai à l'échelle d'une seule cellule, mais le myocarde n'est pas fait d'une seule cellule, il est fait d'un tissu, un ensemble de tissu. Quand on met l'ensemble tissulaire, en fait, c'est pas vrai. La dépolarisation, ça va de l'endocarde vers l'épicarde, mais la repolarisation, c'est dans son sens inverse. Normalement, la première cellule qui s'est dépolarisée, la première à se repolariser. Mais ce n'est pas le cas au niveau du cœur, où la dernière cellule à se dépolariser sera la première à se repolariser, c'est-à-dire la cellule sous-épicardique. De telle manière que là, on a tout le tissu qui est dépolarisé. La première qui va commencer à se repolariser, c'est la cellule sous-épicardique. Et ainsi de suite. Et on va dans un sens inverse vers l'endocarde. Si je dois tracer un vecteur, en fait, la tête sera toujours vers le positif et la queue vers le négatif. Et de telle manière, c'est comme ça qu'on a la même orientation de la dépolarisation et de la repolarisation. C'est juste que le vecteur de la repolarisation, en fait, il fait une marche arrière. Mais il a la même orientation. Conclusion pratique de ça, la déduction pratique, c'est quand j'ai une onde de dépolarisation positive, je dois avoir repolarisation positive parce que deux vecteurs, ils ont la même orientation. C'est l'explication de l'association dépolarisation, repolarisation. Pourquoi c'est l'épicade qui commence en premier la repolarisation? Ça, c'est un large débat, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est une question de répartition des canaux ioniques. Donc, une dernière fois, la dépolarisation, ça commence de l'endocarde, ça va progressivement vers l'épicarde. Quand toutes les cellules sont dépolarisées, regardez, toutes les extérieurs sont négatifs. La repolarisation, au lieu de commencer sous-endocardique, c'est-à-dire la première cellule qui s'est dépolarisée, non, elle va commencer en sous-épicardique, de telle façon qu'on aura la première positive ici. Si je trace un vecteur, il aura la même orientation que le vecteur de dépolarisation, mais il marche à un sens inverse. Si je dois mettre ça aussi sur un schéma encore plus explicite, imaginez une petite voiture là, et les phares de la voiture, c'est la direction du vecteur. Là, je suis à dépolarisation, je commence en sous-endocardique et je vais vers le sous-épicardique. Donc, progressivement, les cellules vont avoir un extérieur négatif et un intérieur positif. Une fois arrivée au bout du chemin, c'est-à-dire en sous-épicardique, elle ne fait pas demi-tour. Elle garde la même orientation. Elle fait une marche arrière. Parce que la première cellule à se repolariser, c'est la cellule sous-épicardique et non pas sous-endocardique. Et c'est l'explication électrophysiologique
ce qu'on constate sur le siège de surface, c'est-à-dire quand on a une dépolarisation positive, la repolarisation elle est aussi positive. Quand la dépolarisation est négative, la repolarisation aussi est négative, souvenez-vous de AVR. Voilà, quand j'ai une dépolarisation, comme ici, j'ai une repolarisation ici qui suit une même polarité. Cette antenne a des caractéristiques, il faut les résumer. C'est pas la peine de prendre l'amplitude, vous pouvez retenir moins 5 mm, mais comme je vous ai déjà expliqué, il vaut mieux retenir les proportions. Toujours inférieur du tiers, que ce soit l'onde R ou l'onde S, mais toujours le tiers de la dépolarisation. C'est illogique, parce que c'est un phénomène qui est produit par les mêmes cellules. Si vous avez beaucoup de cellules, donc un vecteur de dépolarisation important, c'est normal que le vecteur de repolarisation soit important. Ce qui serait illogique, c'est d'avoir une petite dépolarisation avec une grande repolarisation. Ça, c'est pathologique. Mais à l'échelle normale, à l'état normal, c'est normal d'avoir une grande dépolarisation suivie d'une grande repolarisation. C'est pour ça qu'on fait une proportion au lieu d'un chiffre fixe. C'est comme ça vous évitera les erreurs. Et retenez le chiffre du tiers, 30%. L'aspect A, asymétrique, vous connaissez très bien, avec une phase ascendante plus lente, une phase ascendante plus abrupte. C'est dû au canot Ito. Retenez pas ça, c'est important, c'est cet aspect-là. Voilà. Donc, la repolarisation à l'état normal, c'est le segment ST long T. Segment ST, pourquoi on dit segment, pas intervalle, pas de différence. Intervalle, par exemple, on a vu intervalle PR. Un intervalle, il contient une onde, que ce soit l'onde P, donc PR. On verra aussi l'intervalle QT après. Et quand on dit segment, il n'y a pas d'onde en son sein. Ici, c'est segment ST du point J au début de l'onde T. C'est segment ST. Il devrait toujours être isoélectrique. Quand on dit isoélectrique, c'est par rapport à quoi? Par rapport à la ligne de base. Et la ligne de base, c'est le PR qui vaut dans la ligne de base. Voilà. Donc, on peut avoir des états pathologiques sous décalage. Si vous tracez la ligne de base comme ça, vous aurez un sous-décalage. Il peut y avoir plusieurs aspects sous-décalage, horizontal, comme ça, concave, ou ascendant. Voilà. Ou, à l'inverse, un sus-décalage, du segment ST. Tous ces états-là, c'est des états pathologiques. L'état physiologique, c'est l'état A. L'état A. Donc, quand j'analyse la repolarisation, c'est segment ST et en T essentiellement. Où est-ce que je vais le faire logiquement dans toutes les dérivations? Parce que je dois voir et explorer le cœur selon ces deux axes, frontal et horizontal. Et voyons ça en pratique. Vous avez un ECG normal. Tout ce qui est PPR, on s'en fout, on a déjà vu ça. Le QRS, on a vu comment faire le QRS. C'est facile. Après, le reste, la repolarisation. Donc, je vois mes segments ST qui sont isoélectriques et mon T est positif, sauf en AVR. Mais c'est normal puisque ma dépolarisation aussi est négative. C'est normal d'avoir tout négatif en AVR. Ma repolarisation suit ma dépolarisation. Par contre, en V1 et V2, on a une onde T négative. Ici, positif, négatif, diphasique, jusqu'à V3. Ça peut être physiologique. Quand on fait 1, V2, V3, c'est les seules dérivations. On peut avoir une onde T physiologiquement négative. Et ça, l'explication, c'est le témoin de l'HVD fœtal, mais vous n'êtes pas obligé de retenir ça. Souvenez-vous juste que en T peut être négatif en V1, V2, d'autant plus que vous avez un QRS. Franchement, si vous faites la somme de la petite onde R avec la grande onde S, il est franchement négatif. Donc, il n'y a pas vraiment de s'inquiéter. Vous avez une onde T négative en V1, V2. Ça peut aller jusqu'à V4 chez l'enfant, adolescent. Et après, ça sera positif au fil du temps, progressivement avec l'âge. Ça peut rester éternellement négatif sans être pathologique. Voilà. Donc, mes ondes T sont partout positifs, mon segment ST partout isoélectrique. Voilà, il n'y a pas d'anomalie notable. Donc, tout ça c'est beau. On a vu beaucoup de phénomènes physiologiques et pro-physiologiques, mais ça n'a aucun sens si vous n'organisez pas les informations que vous avez. Le malade, pour lui, il s'en fout. Même pour votre pratique, ça n'a pas de grande importance de connaître que la dépolarisation vient de droite à gauche ou de gauche à droite. L'essentiel, c'est d'être efficace. Pour être efficace et se souvenir de tout ça, il faut organiser les informations. Et comme on interprète un ECG, en fait, il y a un plan. Un plan qu'il faut respecter, c'est le plan général. Je commence toujours par les critères techniques. Critères techniques, à part le nom et l'âge du malade, je dois vérifier tout de suite l'étalonnage.
m'a dit qu'il faut que 10 mm égale à 1 millivolt. Et que la vitesse du déroulement, vous avez ici aussi, où vous avez le petit caractéristique, le CG, que 10 mm égale à 1 seconde, que 10 mm égale à 1 millivolt. Étalonnage standard. On dira c'est un étalonnage standard. 50 Hz, c'est le filtre, c'est pas important. Et la date, bien sûr. Après, je dois vérifier que les électrodes sont bien placées, qu'on n'a pas inversé les électrodes. Une manière simple de le faire, c'est déjà de regarder. Tout doit être négatif en AVR, vous vous souvenez. Donc, j'ai P négatif, Q reste négatif, P négatif. Donc, je présume que mes électrodes sont bien placées, qu'il n'y a pas eu d'inversion d'électrodes, au moins sur le plan membranaire. Après, sur le plan précordial, il faut qu'il y ait une croissance comme ça, homogène, de l'onde R, témoin d'un bon placement de mes électrodes. Donc, après avoir vérifié les critères techniques, je passe rapidement à l'analyse en elle-même. C'est toujours fréquence et rythme. Fréquence, c'est simple. Prenez deux grands QRS, mesurez ou comptez le nombre de grands carreaux que vous avez entre deux QRS. Ici, il y a une petite arythmie physiologique respiratoire, ne tenez pas compte de ça, mais entre ces deux QRS, j'ai 1, 2, 3. 3 grands carreaux. Donc c'est 300 divisé par 3 égale 100. J'ai une fréquence cardiaque de 100 battements par minute. Ceci est valable essentiellement et uniquement pour les rythmes réguliers. Pour les rythmes irréguliers, vous êtes obligé de faire 6 secondes. 6 secondes, c'est 30 grands carreaux sur le CG de surface, donc avec la vitesse et étalonnage standard. Et vous comptez le nombre de battements que vous avez, que vous multipliez par 10 pour vous faire le nombre de battements en 1 minute. Et rythme régulier, c'est le nombre de carreaux. Grand carreau, donc entre deux QRS, que vous divisez 300 par ce nombre-là. Donc j'ai deux grands QRS, j'ai 1, 2, 3. 3 grands carreaux, 300 divisé par 3 égale 100. Ça, c'est la fréquence cardiaque. Comment je vais savoir si c'est sinusal ou pas sinusal? C'est simple. Le nœud sinusal, c'est chaque P qui induit un QRS. Donc je dois avoir P avant chaque QRS. Et chaque QRS suit précédé par une autre P. Et que cette P, que vous voyez, quelles sont les caractéristiques d'une P sinusale que vous connaissez très bien. Positif en D2 et en D1, négatif en AVR. Voilà. C'est comme ça que je dis en finalité que j'ai un rythme sinusal régulier à une fréquence de 100 battements par minute. J'ai fini avec les critères techniques, bien sûr, c'est le préalable nécessaire avant d'entamer quoi que ce soit. J'ai fait mon rythme et ma fréquence. Je vais maintenant analyser par un acronyme simple et efficace pour dire tout ça. C'est ADAM. A, c'est pour axe. Lente P, elle a un axe. Je vous ai dit entre 0 et plus 75, vous n'êtes pas obligé de retenir ça du tout. Souvenez-vous juste qu'elle doit être positive en D2, D1 et négative en AVR. Ça veut dire qu'en fait, qu'elle tourne autour de cet axe. C'est tout. Les chiffres ne sont pas importants. La durée inférieure à 110 millisecondes ou strictement inférieure à 120 millisecondes. Amplitude inférieure à 2,5 mm et la morphologie, vous connaissez très bien. Donc j'ai fait mon ADAM pour l'onde P. Après, je vais voir mon espace PR, qui est en fait le temps de conduction auriculo-ventriculaire. Donc le début de l'onde P, c'est pas la fin de l'onde P au début du QRS. Non, c'est du début de l'onde P. Le PR, il inclut le temps de dépolarisation des oreillettes, le temps de passage par le nœud auriculo-ventriculaire, par le faisceau de His, par les branches de division, par le faisceau de Purkinje, jusqu'à arriver au ventricule. Auriculo-ventriculaire. À l'état normal, c'est 0,12 à 0,20 secondes. Où est-ce que je vais le mesurer? Normalement, il doit être constant d'un battement à un autre, mais là où j'ai la possibilité de bien voir mon onde P, je vais le mesurer là. Généralement, c'est où j'ai un bon onde P comme ça, bien défini. Voilà. Donc, après avoir mesuré le PR, en fait, je fais que suivre le schéma normal de l'influx. Je suis passé du nœud sinusal des oreillettes, j'ai analysé l'onde P. Je passe par la conduction auriculo-ventriculaire, je fais mon PR, après j'arrive à l'activation ventriculaire, donc mon QRS, et je fais tout simplement mon ADAM. Axe, vous connaissez très bien, entre moins 30 et plus 90, l'axe est déterminé sur le plan frontal. Vous regardez tout de suite AVF et D1, les deux sont positifs, votre axe est normal, c'est simple. La durée du QRS, toujours
entre 80 et 110 millisecondes. Et l'amplitude, vous connaissez l'indice de Sokolov, l'indice de Cornell, mais au moins, que ce soit sur le précordial ou sur le membranaire, vous aurez des ondes R ou des ondes S qui dépassent 5 mm. Ça, c'est le minimum. Le maximum, ou la valeur seuil élevée, vous avez les indices. La valeur minimale, c'est 5 mm. Si vous n'avez aucun QRS qui dépasse 5 mm, vous pouvez parler de microvoltage. Morphologie, c'est petit r, grand S en V1, V2. L'onde R croît progressivement pour donner une grande onde R, petit s en V5, V6. Vous connaissez très bien d'où ça vient, on a vu ça en détail la dernière fois. Voilà. Maintenant, on va à la repolarisation. On a dit repolarisation, c'est ce segment ST plus onde T. Et il doit être isoélectrique, léger impact, c'est un léger juste décalage qui ne dépasse pas 1,5 mm en V2, V3 chez la femme et qui ne dépasse pas les 2 mm en V2, V3 chez l'homme inférieur à 40 ans. C'est un aspect de repos précoce qu'on peut accepter. Donc le segment ST doit être isoélectrique avec une onde T positive quand le QRS est positif. Et c'est l'aspect normal de la repolarisation. Maintenant, il y a un paramètre important que souvent on oublie, c'est le segment séparant, c'est l'intervalle QT. L'intervalle QT, il donne quoi? L'intervalle QT, c'est quoi sa traduction physiopathologique? Il traduit quoi? Si vous regardez très bien, si vous faites un peu une déduction, dans l'intervalle QT qui va du début du QRS, vous avez une onde Q ou là juste en onde R, donc du début du QRS à la fin de l'onde T. Il inclut quoi? Il inclut donc la phase de dépolarisation et la phase de repolarisation. C'est tout simplement une manière d'approximer le potentiel d'action. Il vous donne une idée sur la durée du potentiel d'action. Pourquoi c'est important? Parce que quand on a dans des états pathologiques particuliers, un potentiel d'action lent, ça expose très lent, ça expose à certains types d'arythmies. Et on voit ça quand on a, par exemple, un syndrome du QT, langue congénitale et d'autres canalopathies, vous allez voir ça après. Mais sachez que le QT, c'est ce qu'on appelle la systole électrique. Alors, c'est-à-dire que vous aurez la dépolarisation et la repolarisation. Vous avez les deux. Pourquoi on a pas pris avant? Donc, pardon pour cette interruption. Donc, pourquoi je dois le mesurer du début de l'onde Q ou du QRS à la fin de l'onde T? Tout simplement parce que si vous regardez sur un vrai tracé, voilà, sur un vrai tracé, c'est souvent difficile de déterminer cette onde J et le début réel de l'onde T. La fin, c'est plus ou moins facile, mais voir et déterminer le début, c'est pas toujours facile. Donc, par contre, déterminer le début du QRS, ça c'est facile. C'est vraiment clair. Donc, dans le souci d'une standardisation des examens et surtout des valeurs normales, on va prendre le début du QRS. On va mesurer RT ou QT tout simplement. Quelle est la valeur normale du QT? La valeur normale du QT, en fait, elle est changeante de l'homme à la femme. Et surtout que l'intervalle QT, lui-même, il change en fonction de la fréquence cardiaque. Il s'adapte en fonction de la fréquence cardiaque. Donc, une fois que vous avez mesuré l'intervalle QT, retenez, on mesure l'intervalle QT au niveau de deux dérivations qui sont D2 et V5. D2 et V5. Et une fois qu'on a mesuré l'intervalle QT, on doit le corriger par une formule de Bazet. Pas obligé de la prendre, hein. Vous avez tout ça sur votre téléphone, hein, maintenant avec les applications, qui va corriger votre QT mesuré par rapport à la fréquence cardiaque. Et vous aurez une valeur normale qui doit être
toujours inférieur à 460 millisecondes. Ne retenez pas ces chiffres-là. Hein. La valeur normale, c'est 460 millisecondes. Inférieur à 460 millisecondes. On peut accepter jusqu'à 470 chez la femme et 480 chez l'homme. Mais retenez déjà 460 millisecondes. 460 millisecondes. C'est important maintenant, actuellement, qu'on est à l'ère du Covid, parce qu'on est en train de donner des médicaments qui, pourquoi l'effet d'hydroxychloroquine associé à l'azithromycine est tellement redoutable sur le plan cardiaque, tout simplement parce qu'on est en train de donner des médicaments, deux médicaments qui allongent le QT. Et allonger le QT expose à des arythmies ventriculaires sévères, à mort subite qui s'ensuit. Pourquoi on allonge le QT? Parce que les deux médicaments, en fait, que ce soit l'hydroxychloroquine ou l'azithromycine, c'est des inhibiteurs des canaux potassiques, le KCNH2. Si vous inhibez la repolarisation, les canaux qui permettent la sortie du potassium, la repolarisation va prendre encore plus de temps pour s'accomplir et vous allongez votre potentiel d'action. La traduction électrocardiographique d'un potentiel d'action allongé, c'est un QT lent. Et c'est le paramètre essentiel à la surveillance de ces malades-là. Donc un compte rendu de CG qui ne comporte pas d'intervalle QT est nul. Voilà. Donc comme ça, on a fini l'analyse complète de l'électrocardiographie et à la fin, vous pouvez dire que c'est normal, c'est pas normal, c'est une variante de la normale ou c'est pathologique. Il faut savoir que c'est ce plan général-là qu'au début on enseignait comme étant une bonne pratique, parmi les critères de bonne pratique. Maintenant c'est obligatoire. Pourquoi c'est obligatoire? Parce qu'on a des études qui prouvent cette efficacité d'analyse. On sait très bien le dispositif d'eye tracking et on a fait des études sur ça. Hein. Durant un congrès, on a regroupé deux types de populations. Vous avez des médecins chevronnés, expérimentés, et d'autres médecins novices qui commencent leur stage, ou qui commencent leur formation. Il faut leur donner le même ECG, c'est le même tracé. Et ça, c'est les zones couvertes par le médecin quand il analyse le tracé. Plus vous avez une lumière rouge, plus il a passé du temps là-bas. Voilà. Vous voyez que quand on est jeune, on a tendance à se focaliser rapidement sur l'anomalie. Si vous avez un sus-décalage et un sous-décalage, non. Contrairement quand on est expérimenté, on passe beaucoup de temps sur le CG et on couvre tout le CG. La seule manière qui vous garantit d'avoir un résultat optimal, c'est de faire comme celui qui est à gauche et suivre le plan général. Lire un ECG en quelques secondes, ça me dit que dans les films. Il faut vraiment passer du temps. En cardiologie, un résident minimum, il voit 80 ECG par jour. Et pour chaque ECG, il doit passer tout le temps qu'il faut. C'est la seule méthode efficace qui a prouvé sa pertinence en clinique. Soit vous décidez d'être comme ça, vous allez rater 70% des informations, ou être plus ou moins complet, avoir l'essentiel de l'information. Le CG se lit d'une manière systématique. Très bien. Donc on va voir un aspect normal. Supposons que vous avez un ECG, je vous donne cette tracée-là. Comment vous allez l'aborder? Simple. Commençons par les critères techniques. Je vais voir la vitesse des roulements et l'amplitude d'étalonnage. Supposons qu'il est normal. Je vais voir, je ne l'ai pas donné ici, c'est une faute de ma part, mais supposons qu'on a une vitesse de déroulement de 25 mm par seconde et un étalonnage de 10 mm par millivolt. Après, je vais voir la position de mes électrodes. QRS et P étaient négatifs en AVR. Tout va bien. Après, je vais voir en précordial, j'ai une croissance homogène de l'onde R progressivement de V1 à V6. Disons que mes électrodes paraissent bien placées. Je passe à pas d'onde. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fini avec mes critères techniques. Je vais voir ma fréquence et mon rythme. Le rythme, il est régulier. Donc je vais prendre 2 QRS, comme ces deux-là. Hop. Je vais mesurer le nombre de grands carreaux qu'il y a entre 1, 2, 3, 4, 5. 300 divisé par 5 égale 60. J'ai une fréquence cardiaque de 60 battements par minute. Très bien. Avant chaque QRS, j'ai une P. Parfait. Et je vais voir que cette P positive en D2, positive en D1, négatif en AVR, c'est une P sinusale. Donc c'est un rythme sinusal régulier à 60 battements par minute.
Maintenant, je vais faire l'analyse onde par onde. Ici, tout simplement, je vais suivre le chemin de l'influx. L'influx est au niveau d'une sinusale et après, il va dépolariser les oreillettes. Donc, les ondes P, là, c'est clair et net. Mon onde P, elle fait moins de 2,5 mm. Pourquoi je vais voir en D2? Parce que c'est là où généralement les plus amples, la plus visible. Voilà. Qu'elle a une durée moins de 3 petits carreaux. 3 petits carreaux, c'est 120. Donc, c'est une durée normale. De la même manière, en V1, elle est positive, négative. C'est l'aspect normal, sinusal de l'onde P. Donc, il n'y a pas de problème au niveau de l'onde P. Je vais mesurer aussi mon intervalle PR du début de l'onde P au début du QRS. Il y a combien? 1, 2, 3, 4. 4 fois 0 fois 40 égale 160 millisecondes. Et en plus, il est constant d'un battement à un autre. Constant ici, ici, ici. Vous êtes tous d'accord que ce battement-là, c'est le même que je vois ici. C'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le même. C'est juste vu à partir d'électrodes différentes, donc de niveaux différents. C'est tout. Celui-là aussi, c'est le même. Celui-là, c'est le même. Voilà. Donc, j'ai fait mon onde P. Le PR. Je vais attaquer le QRS. C'est simple. Donc, QRS, c'est toujours Adam, axe. Je vais en frontal. L'axe, c'est surtout frontal. D1 positif. AVF positif. Je sais que mon axe, elle est normale. Si je regarde très bien, c'est D2 qui est le plus positif. Donc il tend vers D2, plus 60 degrés à peu près. Disons que mon axe est tout à fait normal, physiologique. D durée, le QRS, il est fin. Regardez dans toutes les animations, le QRS, il est fin. Il ne dépasse pas 2 carreaux. Voilà, il ne dépasse pas 2 carreaux. Ça veut dire 80 millisecondes. Donc, durée normale. A, donc j'ai fait axe, D, durée, A, amplitude. Mais QRS, il y a plusieurs QRS qui dépassent 5 mm. 5 mm, c'est un grand carreau. Donc, il n'y a pas de micro-voltage. Est-ce qu'il y a une hypertrophie? Donc, plutôt une exagération. Je vais calculer mes indices. Je vais faire le Sokolov qui est le S. Je vais en V1. Je mesure quelle est l'amplitude de l'onde S. Et après, je vais en V5 OV6, je mesure l'amplitude de l'onde R. V5 OV6, je choisis la plus ample. Et à partir de là, si ça dépasse certaines valeurs que vous connaissez très bien, et ben je dirais qu'il y a HVG. Je peux aussi faire le Cornell. En fait, vous devez faire le Cornell à votre stade, qui est, c'est très bien, AVL et V3. Très bien, j'ai fait mes indices. Donc, je fais axe, durée, morphologie et amplitude. Et il me reste la morphologie. La morphologie est petit r en S en V1. Mon onde R croît d'une manière progressive. J'ai petit q, grand R en V5 V6. C'est une morphologie normale. Donc, j'ai fini avec mon QRS. Je vais attaquer la repolarisation. En T, ST isoélectrique, en T positif, ST isoélectrique, en T positif asymétrique, même si elle vous paraît ample, mais en fait, si vous la comparez avec la dépolarisation qui l'a induite, elle ne dépasse pas le tiers, elle est normale. De la même manière, ici négatif parce que je suis en AVR. Par contre, en précortège, j'ai des ondes négatives de V1, V2 jusqu'à V3. Je vous ai dit, ça peut être physiologique, surtout chez un enfant. Donc, c'est pas méchant, d'autant plus que le segment ST isoélectrique est juste une inversion de l'onde T. Et comme ça, il me reste le dernier élément important à mesurer qui est le QT. QT, c'est du début du QRS à la fin de l'onde T. Je mesure, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 fois 40 égale 440 millisecondes. Pardon, excusez-moi, donc 440 millisecondes, je dois corriger à la fréquence cardiaque. Et comme ici j'ai une fréquence cardiaque à 60, donc QT mesuré égale QT corrigé. Et c'est comme ça que je finis le CG. Et je vous remercie pour votre attention. Voilà, il faut faire des exercices, voir d'autres tracés, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà. Quand on vient de finir les 40 minutes,
On s'arrête ici. Si vous avez des questions, vous demandez aussi si vous avez besoin d'autres séances, vous demandez à votre chef de module, qui est Dr Boudrifa, pour qu'on vous programme d'autres séances de CG. Ça, c'est la séance finale de la repolarisation et de l'analyse totale. Voilà. Et passez une bonne journée.